Bonjour à tous, c'est Caroline, bienvenue. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Histoire de Fou, qui a mis du temps à arriver, j'en ai bien conscience. Et effectivement ces derniers temps, les derniers jours qui sont passés, j'ai eu un peu des rebondissements assez incroyables et assez déstabilisants, je dois vous dire, qui sont arrivés dans mon parcours. Et également, j'avais fait pas mal de préparation de sujets. Et je sais pas, il y avait un truc qui manquait. Enfin, je sais pas, j'avais pas le déclic de les tourner en fait. Donc voilà. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai décidé de sauter tout ce que j'avais préparé avant et de faire un sujet que j'ai pensé, auquel j'ai eu envie de faire, auquel j'ai pensé aujourd'hui, pardon. Voilà, donc en fait aujourd'hui, dans l'histoire de fou, on va continuer de s'intéresser à l'histoire de la perversion narcissique. Je vais en effet aborder des sujets, d'autres sujets, j'en avais préparé d'autres d'ailleurs, mais il se fait que pour l'instant ça vient comme ça, donc voilà. Donc aujourd'hui le sujet ça va être la dissonance cognitive. Alors qu'est-ce que la dissonance cognitive? Eh bien je vous propose... Alors, donc, pour notre sujet d'aujourd'hui, la dissonance cognitive, j'ai choisi ce sujet parce qu'effectivement, je vous expliquerai, je pense, dans des vidéos prochaines. C'est un truc là qui compte énormément pour moi à l'heure actuelle, qui a une importance capitale dans mon parcours là en ce moment. Et en fait, donc la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est un concept de psychologie qui a été inventé, enfin qui a été, on va dire, introduit en psychologie dans les années 50, qui en fait est l'explication scientifique de pourquoi la victime ne voit pas ce qui se passe, croit que son copain, enfin que son patron, son parent, son ami l'aime vraiment et qu'il n'est pas si méchant. Enfin voilà, que c'est en fait la dissonance cognitive, c'est un terme, on va dire, scientifique pour expliquer le concept de qu'on se raconte un truc dans notre tête, une histoire qui permet d'apaiser le traumatisme, qui permet de supporter la situation douloureuse qu'on ne peut pas admettre en fait, parce que psychiquement c'est ce que Freud appelait la névrose traumatique, c'est-à-dire c'est une excitation trop intense qui dépasse les capacités d'assimilation du psychisme. Voilà. Donc voilà ce que c'est en gros la dissonance cognitive. Alors pour vous illustrer ce que c'est en fait le moment où la dissonance cognitive disparaît et où en fait la victime se retrouve dans un état de choc extrêmement difficile, extrêmement douloureux, sidéré en fait par tout d'un coup la vérité qui apparaît devant ses yeux, tout d'un coup, ce qui est en fait le résultat d'un long processus mental de préparation à cet événement. J'ai choisi de vous citer, enfin de partager avec vous un poème, comme j'aime le faire à chaque sujet. Cette fois c'est un poème de Victor Hugo qui s'appelle Les Voix du Seuil, qui est assez long, mais je trouve qu'il exprime bien l'illusion dans laquelle la victime est complètement en otage en fait par elle-même en fait de son esprit de manière inconsciente. Et voilà, donc je trouve que ça exprime bien la situation où on était en train d'être dans la dissonance cognitive et que soudain elle disparaît. Alors excusez-moi pour le bruit, évidemment il y a un scooter qui passe à côté du jardin où je suis. Voilà. Alors donc Victor Hugo, Les Voix du Seuil. Et je vis au-dessus de ma tête un point noir, et ce point prit bientôt la forme d'un suaire. Ses plis vagues jetaient une odeur d'ossuaire, et sous le drap hideux et livide on sentait un de ces êtres noirs sur qui la nuit se tait. C'est de ce linceul qu'était sorti le rire, qui m'avait par 3 fois troublé jusqu'au délire. Sans que l'être le dît, je le compris. Mon sang se glaça, je frémis. L'être parla. Passant, écoute. Tu n'as vu jusqu'ici que des songes, que de vagues lueurs flottant sur des mensonges, que les aspects confus qui passent dans les vents ou tremblent dans la nuit pour vous autres vivants. Mais maintenant, veux-tu d'une volonté forte entrer dans l'infini, quelle que soit la porte? Ce que l'homme endormi peut savoir, tu le sais. Mais, esprit, trouves-tu que ce n'est pas assez? Ton regard, d'ombre en ombre et d'étage en étage, a vu plus d'horizon, en veux-tu davantage? Veux-tu
perçant le morne et ténébreux réseau, t'envoler dans le vrai comme un sinistre oiseau? Veux-tu derrière toi laisser tous les décombres, temps, espace et hagard sortir des branches sombres? Veux-tu, réponds, aller plus loin qu'Amos n'alla, et plus avant qu'Esdras et qu'Élie au-delà, des prophètes pensifs et des blancs cénobites, percer l'ombre, emportés par des ailes subites? Ô sommeur de sillons nébuleux, laboureur, perdu dans la fumée horrible de l'erreur, front où s'abat l'essaim tumultueux des rêves, doute, système vain, effroi, lutte sans trêve, te plaît-il de savoir comment s'évanouit en adoration tout cet âpre nuit? Veux-tu, flèche tremblante, atteindre enfin la cible? Veux-tu toucher le but, regarder l'invisible, l'innommé, l'idéal, le réel, l'inouï, comprendre, déchiffrer, lire, être un ébloui? Veux-tu planer plus haut que la sombre nature? Veux-tu dans la lumière inconcevable et pure ouvrir tes yeux par l'ombre affreuse appesantie? Le veux-tu? Réponds. Oui, criai-je, et je sentis que la création tremblait comme une toile. Alors, levant un bras et d'un pan de son voile, couvrant tous les objets terrestres disparus, il me toucha le front du doigt et je mourus. Voilà, donc je trouve que Hugo, dans ce poème, qui n'a pas du tout, qui est complètement anachronique par rapport au concept de la dissonance cognitive, mais je trouve que c'est exactement ce qui se passe en fait dans l'esprit de la personne qui essaie de négocier avec la vérité en fait. Parce que finalement, on avait les éléments depuis le début et on a choisi, pas forcément consciemment bien sûr, mais on a choisi d'une certaine manière de négocier avec notre esprit pour avoir une version de la réalité qui était plus supportable. Voilà, qui était plus douce pour notre cœur, notre sang, notre organisme en fait entier. Voilà. Alors, donc la dissonance cognitive d'un point de vue théorique. Reprenons les choses de manière un peu plus sérieuse maintenant. Alors, c'est une théorie qui a été introduite en psychologie par un chercheur qui s'appelle Léon Festinger en 1957. Alors, en fait, il a fait une étude sur les membres d'une secte. En 1957, sur les membres d'une secte qui, en fait, avaient un gourou qui les avait convaincus d'investir dans cette secte, non seulement leur temps, leur vie, évidemment, leurs émotions, leur énergie, mais aussi, évidemment, comme la plupart du temps dans les sectes, leurs biens financiers, immobiliers, enfin voilà, de tout donner au gourou en prévision d'une apocalypse qui allait se produire et qui, du coup, grâce eux à leur foi en ce culte-là, serait épargnée. Voilà. Donc c'était ça la version qui était celle que les gens vraiment avaient en tête et ils étaient tous vraiment très très convaincus et très très investis dans ce culte. Quand le jour J arriva de la fameuse apocalypse et que rien ne se passa, que du coup il n'y a pas eu d'apocalypse, eh bien le Festinger a observé un truc très intéressant qui a été que au lieu les gens, la plupart des membres de la secte, au lieu de se dire et de dire ah putain on a été berné, on m'a eu, enfin on s'est fait avoir de dingue, ah le bâtard, voilà, au lieu de réagir comme ça, ils ont réagi en justifiant, en négociant en fait avec la situation, avec la réalité et leur comportement. Ils l'ont justifié en disant oui mais en fait c'est grâce à notre investissement et à notre foi que la terre a été épargnée. Donc nous avons permis que l'apocalypse ne se produise pas, du fait donc elle ne s'est pas produite. Le gourou donc avait bien raison de nous conseiller de s'investir dans cette idée. Voilà, donc en fait là c'est vraiment ce que moi j'appelle la négociation avec la vérité, c'est-à-dire l'histoire qu'on se construit mentalement, qui va permettre de réduire en fait une contradiction dans l'esprit. Pour l'esprit, avoir deux éléments, un comportement par exemple et une cognition, une idée, une information, qui se contredisent, c'est trop dur. C'est insupportable en fait. Donc pour réduire cette tension qui dérange la paix de l'esprit, le mental va inventer une excuse, ou bien va changer le comportement, ou bien va créer une vérité parallèle qui va expliquer que leur comportement du coup est logique. Voilà. Et qu'ils ont raison de se comporter comme ça, et que qu'il n'y a pas de problème dans la situation. Voilà. Alors, en fait, voilà. Donc,
comme en fait il est difficile de changer un comportement qui a été appris et qui est ancré dans l'habituel des gens, la plupart du temps la dissonance cognitive va résulter en une vérité alternative qu'on va se raconter ou raconter aux autres pour justifier et faire que notre comportement soit du coup rationnel par rapport à la situation. Par exemple, Festinger, dans son étude, a proposé un exemple de résolution de la dissonance cognitive. C'est la dissonance cognitive va être fumer tue. C'est une information qui, maintenant, à notre époque, évidemment, que tout le monde connaît. Voilà. Personne n'ignore que fumer tue. C'est marqué sur le paquet. Voilà. Et en même temps, quelqu'un qui fume ne veut pas arrêter de fumer parce qu'il fume. Il est accro à la cigarette, donc il ne peut pas arrêter de fumer, donc il fume. Alors, qu'est-ce qui se passe? Problème de contradiction interne pour la personne, c'est-à-dire que, je ne peux pas nier que fumer tue. Donc, normalement, je ne devrais pas fumer puisque fumer tue. Mais je ne veux pas arrêter de fumer. C'est mon addiction, je ne veux pas la laisser tomber. Je ne peux pas la laisser tomber. Je suis accro, je n'ai pas le choix, donc je dois fumer. Donc je dois fumer, donc comment faire pour justifier que je ne m'en fous, que fumer tue? Non, parce que l'esprit, évidemment, n'est pas très très sincère avec lui-même et avec les autres. L'esprit va essayer de trouver une autre explication, une autre justification, une vérité alternative qui va permettre que le comportement puisse continuer sans être embêté. Qu'est-ce qu'ils vont dire les fumeurs si on leur dit fumer tue? Ils vont vous dire, oui, enfin, fumer tue, d'accord, mais en même temps, pour sortir dans la rue, on peut ils vont dire, moi ce que j'ai entendu assez souvent, c'est, oui, mais je connais quelqu'un qui a jamais fumé de sa vie et qui a eu un cancer du poumon quand même, alors va comprendre. Voilà, donc en fait, grâce à cette information que la personne introduit dans la situation, l'attention du sujet est effacée, puisque son comportement, du coup, est explicable et tout à fait justifiable. Donc la vérité est maintenant alternative, mais acceptable pour la personne émotionnellement et psychiquement et même physiquement, on va dire, à tenir. Parce qu'effectivement, quand on est comme ça en contradiction avec soi-même, je trouve que, personnellement, je remarque qu'on le sent physiquement quand même. On sent une tension nerveuse quand même qui est là en nous. Alors, Festinger, dans son expérience, a proposé 3 situations où on peut observer la dissonance cognitive. Je vais venir ensuite, après avoir expliqué l'expérience, le côté théorique de cette dissonance cognitive, je vais en venir au lien avec la perversion narcissique directement, mais pour l'instant, restons sur le concept lui-même. Alors, en fait, donc trois situations provoquent une résolution de la dissonance cognitive par une vérité alternative. Première chose, un comportement imposé. C'est-à-dire, on ne voulait pas faire quelque chose, on nous a forcé à le faire, par X ou Y façon de coercition, voilà. Donc, en fait, pour que la personne puisse supporter le fait qu'elle ait fait quelque chose avec lequel elle n'était pas du tout d'accord, elle va transformer un des éléments de la situation à son avantage. C'est-à-dire, soit elle va transformer l'épreuve qu'elle a fait, l'action qu'elle a fait en action positive. C'est-à-dire, c'était en fait quelque chose que j'avais toujours eu en tête finalement. Je crois que je savais que je voulais faire ça, mais je ne me rendais pas vraiment compte sur le moment. Mais en fait, une fois que je l'avais fait, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Voilà, par exemple. Ou bien changer son intention originelle, c'est-à-dire je voulais le faire, j'étais très enthousiaste, et une fois que je l'ai fait, j'étais très contente parce que j'avais vraiment eu envie de le faire depuis le début, c'était une idée formidable, voilà. Donc, c'était mon idée, par exemple, voilà. C'est moi qui avais pensé, oui tu l'as dit, mais moi j'avais pensé avant, donc voilà. Ça c'est de la dissonance cognitive résolue par une vérité alternative. Voilà. Deuxième cas de dissonance cognitive résolue, le fait de prendre une décision. Cette expérience-là a été menée en 1964 par Festinger. La première que je viens de vous dire était faite en 1959. Alors, en fait, Festinger explique que quand on doit prendre une décision, c'est une situation de dissonance cognitive assez intense, parce que chaque possibilité
a des avantages, des inconvénients. Et souvent, on va se retrouver face à ce qu'on appelle un choix de Sophie, c'est-à-dire le dilemme où les deux voies sont également envisageables et également non envisageables. Les deux nous plaisent et les deux nous déplaisent au même degré. Voilà. Donc c'est un dilemme cornélien, pour apporter une petite touche littéraire à cette histoire. Donc en fait, face à cette tension mentale que ressent la personne de ne pas pouvoir choisir l'un des deux, l'esprit va transformer une des deux possibilités en quelque chose de amélioré, idéalisé, et un filtre positif ou négatif. Enfin, je sais pas pourquoi je fais des gestes en même temps, c'était assez clair avec positif et négatif, excusez-moi. Voilà, donc par exemple, il donne un exemple d'expérience, dans son expérience, c'est vous avez une opportunité d'aller travailler à l'étranger, dans un boulot super, avec une paye géniale et tout. Et en même temps, si vous partez, vous allez être tout seul et vous allez avoir beaucoup de mal à quitter votre famille, vos amis, votre maison. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Très vite, l'esprit va résoudre le problème en, par exemple, se disant oui, enfin en même temps, dans ce pays, je crois qu'on n'est pas très bien accueillis. À mon avis, je pense que ça ne sera pas si intéressant que ça finalement. Oui, j'ai bien réfléchi finalement, cette mission qu'on me propose. En fait, c'est pas tellement mon truc. Je crois que je préfère rester là où je suis maintenant. C'est plus intéressant. Voilà. On va changer un des deux paramètres en se mentant en fait à soi-même sur la vérité du dilemme. Voilà. Troisième possibilité, je vais faire encore une troisième possibilité, voilà, avoir fait des efforts. Avoir fait des efforts pour atteindre un objectif qui se révèle être complètement une catastrophe, c'est une dissonance cognitive que Festinger décrit comme la plus difficile, voilà, vraiment la plus dure à supporter pour l'esprit en fait. Quand on a investi énormément pour atteindre un objectif, son temps, son énergie, son argent, quand on a beaucoup bossé et tout ça, et que finalement on échoue, on ne peut pas supporter de se dire à soi-même et aux autres qu'on a fait autant d'efforts pour rien, et qu'on a gâché son temps, et qu'on a l'air d'un con en plus, parce que c'est un peu humiliant également. Vous commencez à voir où je veux en venir par rapport à la personne narcissique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? 3 possibilités de vérité alternative. Soit l'effort va être idéalisé, c'est-à-dire, oui, en fait, j'ai fait un régime et j'ai fait du sport pour perdre 10 kilos. J'ai adoré aller à la salle de sport. Je me suis fait des potes sympas, il y avait une super ambiance. Puis j'ai vraiment pris goût à cette gymnastique quotidienne, se dépenser. Ça fait vraiment du bien, vraiment, c'est relaxant, j'aime beaucoup ça. Voilà, exemple. Voilà, ou des gens qui vont vous dire cette fameuse phrase, cette espèce de devise qui m'agace assez intensément quand même, oui, mais oui, c'est vrai que enfin, it's not the destination, it's the journey. Voilà. Je sais pas pourquoi, voilà. C'est cette phrase-là qui m'agace. C'est-à-dire, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. C'est-à-dire, le chemin valait la peine, le chemin était passionnant et je me suis découvert et blablabla. Bon, ce qu'il y a du vrai, il y a du vrai dans le fait que la destination n'est pas que ce qui compte et que les moyens pour parvenir à la destination sont importants aussi. Mais vous voyez comment la personne va dire que du coup c'est pas grave, ça a échoué finalement, parce que ce qui est important c'était l'effort lui-même. Voilà. Alors, aussi, deuxième possibilité, on va minimiser l'effort. C'est ce que j'ai entendu toute ma scolarité, des élèves nuls de ma classe qui, à chaque fois qu'on rendait un contrôle et que j'avais 18, 19, 20 sur 20, me disaient avec beaucoup d'assurance et de limite de condescendance, oui, enfin bon, si j'avais travaillé, moi aussi j'aurais réussi. Voilà. J'ai rien foutu, donc c'est normal que j'ai échoué. Voilà. Alors ça, je vous dire, j'ai fait comme une tarée pour avoir une bonne note, ce qui en plus en fait n'était pas le cas, mais sous la part du temps. Mais même, c'est ce concept j'avais envie de leur dire à chaque fois, écoute, vas-y, on va voir.
bosse pour voir si ça marche alors, puisque c'est si facile du coup d'avoir une bonne note si tu avais travaillé, et puisque par contre, bah, voilà, si vu que toi ton effort t'as rien foutu, machin. Alors qu'en fait le mec il a révisé pendant 2 semaines ses fiches et tout, et puis voilà, c'est bon, c'est ça en fait, hein. J'ai un exemple un peu bateau pour mettre un peu de légèreté dans l'exemple, mais voilà, c'est des gens qui vont minimiser l'effort parce que admettre qu'ils ont donné tout ça pour avoir que ça, c'est vraiment insoutenable. Voilà. Et puis il y a vraiment un côté humiliation en fait, que l'ego ne peut supporter en fait. Voilà. Il y a une blessure narcissique à ce moment-là qui se passe, qui rajoute en fait de l'importance à la dissonance cognitive en fait. Voilà. Troisième possibilité, on change le résultat négatif en un résultat positif. Alors, par exemple, vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire: non mais moi je le vois pas comme un échec, tu vois, parce qu'en fait c'est ce qui m'a permis, tu vois, c'est ce qui m'a permis quand même de grandir à ce moment-là, et vu que j'avais pas le choix, bah comme ça, tu vois, je suis allée je suis allée dans l'autre direction finalement, et puis tu vois, maintenant je regrette pas parce que tu vois, c'était la bonne chose à faire en fait. Donc finalement heureusement que c'est arrivé, finalement tu vois, c'est bien, enfin c'est pas un échec en fait, non, tu vois, c'est plutôt une victoire, mais déguisée en un échec, mais en fait c'est une victoire, voilà. Alors je vais faire un petit coup de gueule. Envers la communauté des survivants, comme ils peuvent se nommer, des victimes qui ont survécu à la perversion narcissique. Dans cette communauté donc dans laquelle nous sommes nous aussi investis, il y a cette espèce de tyrannie, on va dire, je trouve un peu, de cette idée que la victime doit absolument se dire que en fait la perversion narcissique c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Finalement c'est formidable que ce soit arrivé parce que ça leur a permis de se refaire du début, de renaître, de tout reprendre à zéro et de travailler en profondeur sur elle-même. Et finalement merci le pervers narcissique d'être passé par là. Grâce à toi, tu vois, je suis quelqu'un d'encore plus formidable et j'ai pu changer ma vie en revenant au départ pour tout reconstruire. Voilà. Et blablabla. Bon, si je suis d'accord en partie avec cette idée, c'est-à-dire qu'effectivement il y a du positif à tirer de l'expérience qu'on peut avoir vécue dans une situation dangereuse, dans une situation qui a été une épreuve très, très importante, très, très difficile, et dans laquelle on a été confronté à une menace, à un danger énorme, et quand on a survécu, effectivement il y a des choses à en tirer qui vont vous permettre de changer dans la bonne direction et de trouver du positif et de faire que vous n'aurez pas d'amertume et voilà, d'aller vers ce chemin-là de l'apaisement et tout ça. Voilà, ça je suis assez d'accord, et j'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo peut-être la prochaine fois ou très bientôt sur effectivement le fait qu'une épreuve traumatique a souvent en fait une opportunité inclus à l'intérieur d'elle-même, et qui va nous permettre, voilà, de s'en sortir et de voir ça comme quelque chose qui faisait partie du parcours. Mais par contre, cette espèce en fait, il faut être comme ça. Il faut dire ça. Parce que si on ne dit pas ça, si on ne pense pas comme ça, franchement, on est une victime de merde, qui a vraiment rien compris, qui a vraiment pas réussi son truc. La grandeur d'âme de se dire que c'était positif et de voir que c'était forcément une opportunité incroyable. Et que si vous avez de l'amertume, si vous avez de la colère, si vous vous dites que vraiment c'était quand même horrible cette histoire et que putain, quand même, mais c'est un truc de dingue. Comment c'est possible, comme merde, qu'est-ce qu'il m'a fait ce connard. Voilà, si vous êtes comme ça, vraiment, la honte, c'est minable, vous êtes vraiment quelqu'un de mesquin, franchement. Nous les vrais gens spirituels que nous, voilà, qui sommes sur le chemin de la reconstruction éternelle, vers ce rêve bleu, et voilà, bref. N'importe quoi, mais voilà, cette idée comme ça que c'est ça qu'il faut atteindre absolument, parce que si on n'atteint pas ça, on n'est pas une victime performante en fait, en gros, c'est un peu ça. Ça, je trouve ça vraiment insupportable. Voilà. Chacun, j'ai plus l'auteur en tête là, de la citation, mais il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit: chacun a son rythme de chagrin. Voilà. Et puis chacun a sa façon de gérer une épreuve, un traumatisme. On n'est pas obligé de toujours être en mode américain, positivons, yes weekend. Bon voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et en vrai, je pense que c'est très hypocrite parce que
effectivement, la personne qui arrive à cet état d'apaisement et de voir du positif et tout ça, je pense qu'elle n'a pas besoin de l'imposer comme ça, comme une devise à suivre, comme un modèle. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se la péter. Quand on a guéri, une fois qu'on a guéri, quand on a atteint un moment de la guérison où vraiment on est bien, je pense que c'est pas la peine de regarder les gens en arrière qui sont plus loin, qui sont plus dans la merde, qui sont encore dans un moment où ils sont pas sortis des choses difficiles et négatives. C'est pas la peine de les snober, c'est pas la peine de se la raconter et de se dire oh là là les pauvres, oh là là mon Dieu, mais vraiment moi je suis formidable, voilà. Non, c'est chacun passe par l'étape où il passe et on n'en échappe pas tous au même rythme. Et moi je suis vraiment j'ai énormément de compassion et d'empathie pour les gens qui sont encore au début, qui sont pas, voilà. Et je me souviens très très bien du moment où moi je l'étais et franchement j'ai beaucoup de respect pour chaque personne qui traverse ça, peu importe où elle en est, même si ça fait 10 ans et qu'elle a toujours mal et qu'elle a toujours envie de défoncer le mec qui lui a fait quelque chose, moi franchement cette personne là je la juge pas, voilà. Donc voilà, petit coup de gueule. Voilà, c'est bon. Alors, oui. Donc par rapport à la personne narcissique en particulier, je vais vite finir parce que ma batterie est faible et j'ai pas le chargeur là dans le jardin. En fait, il va falloir, parce que quand on sort de ça, quand on est dedans, mais la porte c'est quand on en sort, pour pouvoir vraiment commencer le chemin de la guérison, il va falloir voir la vérité. Il va falloir casser la dissonance cognitive, enfin la résolution de la dissonance cognitive. Il va falloir la réinstaller, la dissonance cognitive, et l'accepter et l'intégrer. L'intégrer que, bah oui, effectivement, c'est une situation qui est assez insupportable à intégrer et à accepter pour la personne. Se dire j'ai donné tout ça à un mec, ou j'ai donné tout ça à une nana, pendant X années, j'ai failli y passer pour quelqu'un de merdique qui m'a jamais aimé. Voilà, ça, vraiment, comme dissonance cognitive, je crois, c'est quand même le top. Voilà. Je vous assure que ça, vraiment, même encore aujourd'hui, il y a des jours où je m'aperçois que je suis en train de renégocier la vérité. Et que j'essaye quand même encore de me créer une résolution. Que cette histoire, ce passage de ma vie serait plus doux à intégrer à la narration de tout ça. Voilà. Alors, voilà, j'ai fini cette vidéo, je vais arrêter là. J'espère que vous avez aimé le poème. J'espère que vous avez trouvé que la dissonance cognitive, voilà, était quelque chose qui pouvait être intéressant et que vous avez bien pu comprendre dans mes explications là où je voulais en venir. Je vous remercie tous beaucoup des commentaires que j'ai reçus depuis le début et je suis vraiment très très touchée par la gentillesse, les encouragements, le fait que les gens trouvent que c'est utile et que j'explique des choses avec sincérité et que j'ai, voilà, que ce que je dis ça a du poids parce que voilà, c'était exactement ma démarche. C'était de faire quelque chose qui allait être utile, qui allait vous être utile, qui allait vous parler, qui allait vous faire vous sentir compris et je suis ravie que ce soit apparemment le cas. Voilà, donc merci encore. Je vous invite évidemment à me laisser d'autres commentaires. N'hésitez pas du tout. C'est très très intéressant pour moi de lire votre opinion, de lire ce que vous avez pensé, même si ça peut être des choses critiques, c'est pas du tout grave. N'hésitez pas surtout aussi à partager. C'est important de toucher le plus de gens qui ont vécu ça ou même qui n'ont pas vécu ça, mais de faire connaître ce genre d'informations. L'éducation par rapport à la perversion narcissique est une des plus grandes aides, une des plus grandes armes pour guérir. Voilà, et n'hésitez pas, voilà, à partager, à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir mes nouvelles vidéos qui vous seront notifiées. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et je vous embrasse très fort.